Pourquoi les éléphants n'utilisent-ils jamais d'ordinateur? Parce qu'ils ont peur des souris. Bonjour à tous, je suis Kenza de la société Pump Up et aujourd'hui je vous retrouve dans Uptalk Interview, l'émission dans laquelle j'interviewe des entrepreneurs sur leur parcours, leur expérience et leurs enjeux. Du coup, et aujourd'hui je reçois Marc et son invité spécial qui est Titouan. Bonjour Marc. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Titouan, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Présente-toi. Je m'appelle Titouan. Je suis un avatar IA spécialement conçu pour accompagner le fondateur de Vrai Learning dans son interview avec Kenza pour Pump Up. Je suis là pour vous aider, répondre à vos questions et rendre cette expérience agréable et enrichissante. Merci Titouan. Du coup Marc, dans un premier temps, je te propose de te présenter. Du coup, qui est Vrai Learning toi, qui tu es, voilà. Regarde, avant tout, merci pour cette invitation et très content de participer à ce format que tu proposes depuis quelques temps. Merci à toi. Je suis Marc, je suis entrepreneur. J'ai toujours été un peu intrapreneur auparavant dans le monde de l'entreprise. Et les faits de vie pro m'ont fait mûrir une certaine identité et une aventure d'entrepreneuriat et de peut-être me mettre en danger un petit peu également, mais en tout cas une envie féroce de pouvoir proposer de la valeur à travers le monde de la formation. J'ai toujours travaillé dans le monde de la formation professionnelle pour des grands éditeurs technologiques et ensuite dans le monde académique également pour accompagner des établissements d'enseignement supérieur et là tout particulièrement dans le monde du jeu vidéo, dans le monde de l'image, dans le monde du cinéma d'animation et j'ai travaillé auparavant dans le monde de la data. Et j'ai détecté qu'il y avait sûrement besoin, pas sûrement, mais j'en suis même persuadé, qu'il faut accompagner le pédagogue à être un peu plus performant, à aller chercher de l'engagement par rapport à l'ensemble des apprenants et le monde de l'apprenant très large pour pouvoir garantir une attraction et surtout un engagement par rapport à ce contenu pédagogique. Mais en tout cas, voilà, je suis également papa de 3 enfants, je suis jeune Lillois depuis 4 ans et je suis entrepreneur chez Eura Technologies maintenant quasiment de plus de 2 ans. Ok, et t'étais où avant de ce fait? Avant j'étais au Canada, j'étais à Montréal. Ouais. J'ai passé 12 ans dans cette région avant tout de cœur. Et avant j'étais parisien. Je suis français-canadien maintenant. Mais en tout cas, j'ai passé quelques années outre-Atlantique pour découvrir en tout cas ce territoire et des pratiques et en tout cas des mécaniques business aussi qui sont très complémentaires, voire peut-être en tout cas qui m'ont forgé en tout cas mon identité maintenant que j'apporte à travers cette expression autour de Vrai Learning. Ok, super. Est-ce que tu peux me présenter ton parcours du coup, Marc, ton parcours scolaire, pourquoi tu as créé Learning, comment ça l'histoire finalement de tout ça? J'ai commencé à t'y répondre un petit peu, mais ouais, bien sûr, sans problème. Regarde, je suis plutôt gestionnaire d'entreprise. J'ai une formation d'école de commerce où j'ai appris et compris en tout cas les pratiques du monde du commerce, de la télévente au départ, comment on allait vendre au téléphone, comment on allait sourire au téléphone pour pouvoir apprécier et développer en tout cas un argumentaire et faire adhérer à des choses très, très non tactiles puisque je vendais de la formation à destination plutôt des gens du CAC 40 pour pouvoir adhérer à l'usage de certaines technologies. Ensuite, j'ai gravi différents échelons dans l'entreprise jusqu'à prendre la gestion de compte et jusqu'à être directeur de campus de formation. Donc ça a été effectivement pour moi très formateur. J'aime préciser que j'ai pu mettre à ce moment-là en vente les premiers outils de e-learning. C'était comment on allait accompagner le pédagogue sur les premiers CD d'auto-formation. Ça ne te parle peut-être pas à toi, mais et de pouvoir mettre en pratique les premiers sites internet qui allaient être dynamiques pour accompagner la production et la diffusion de contenu pédagogique de façon différente. J'aime préciser, à l'époque, on distribue de la formation grâce à du slide, à du transparent. Et on venait apporter, en fin de compte, du digital dans ce référentiel pédagogique pour le diffuser de façon différente, impactante. Donc pour moi, c'était un des premiers moteurs importants. Et ensuite, pour des raisons plutôt très personnelles, et parce que je venais de devenir être papa, et je voulais quitter un peu cette énergie parisienne qui me prenait beaucoup de temps. J'ai émigré au Canada. J'ai un peu lié à faire autre chose, mais le Canada et Montréal, en tout cas, m'a toujours apporté quelque chose. En tout cas, m'a toujours appelé de façon large.
Et j'ai atterri à Montréal pendant 12 ans pour accompagner au départ des entreprises françaises à faire leur étude de marché et afficher le go ou le no-go par rapport à l'identité et aux produits et aux services qu'ils avaient développés. Jusqu'au moment, le monde de la formation m'a rattrapé. Et j'ai accompagné une autre entreprise connue également du territoire qui s'appelle Rubica, Supinfocom, Supinfochem, première école qui forme des artistes dans le monde des ICC, des industries culturelles et créatives. J'en suis devenu le directeur général et j'ai monté le campus à Montréal. Et là aussi, je découvre comment on va accompagner avec ces nouvelles pratiques l'expérience client avant tout. Pas forcément faire de l'entertainment, mais comment on va développer d'autres expériences clients. Et le monde de la formation va être un des moteurs et va être une industrie qui va être très acteur, en tout cas, de la prise de conscience de développer de façon différente ces processus-là. Et je suis de retour en France maintenant depuis 4 ans. Et avant tout, j'ai accompagné une autre école à la pleine image et à se construire qui s'appelle Artefix. Et maintenant, depuis 2 ans et demi, je suis entrepreneur avec Vrai Learning et on diffuse et on écrit, en tout cas, des expériences clients autour de la formation avec le mix de deux technologies qui est la VR et l'AI. Parce qu'il faut, en tout cas pour moi, ces 2 technologies pour avoir un 360 degrés du savoir-faire et du savoir-être. Ok. Et tu te spécialises dans quel secteur d'apprentissage de ce fait ? Est-ce que tu as une spécialité particulière ou En fait, non, pas forcément. C'est peut-être une réponse un peu de normand, mais clairement, on n'est pas niché. Alors, avant tout, on ne sera jamais Calliope. Quand je te dis ça, ça veut dire qu'on ne sera jamais détenteur du savoir. On est vraiment un studio de développement outillé, précis, pour pouvoir accompagner une traduction d'un référentiel pédagogique existant ou non existant de l'entreprise, que ce soit un référentiel métier pour la grande entreprise ou un référentiel académique pour l'ensemble de nos institutions éducatives. Mais avant tout, on va accompagner le pédagogue à développer de façon différente, à des moments bien précis, son savoir. Regarde, mes premiers clients sont autant dans le monde de la cuisine, dans le monde automobile, dans le monde de la finance, dans le monde académique. On a une première université qui nous accompagne dans le monde de la chimie. Donc, les secteurs d'activité ne sont pas forcément des caractères de choix par rapport à notre technologie. Okay. On est plutôt on est un domino où on a la possibilité de s'intégrer un peu à n'importe quoi. J'aime préciser, c'est pour ça que je te disais juste auparavant, que ce soit au niveau du savoir-faire, qui veut dire le geste et posture, la reproduction du processus d'entreprise, de l'identification de la manipulation ou d'un contexte ou d'un univers. Mais nous, on apporte le savoir-être, et ça grâce à l'avatar intelligent, grâce à Timothée c'est Timothée Titouan. Alors, grâce à Titouan qui va pouvoir nous accompagner pendant cette interview et voir pourquoi l'avatar intelligent IA, en fin de compte, va pouvoir nous accompagner dans ce processus de pédagogie. Et si demain je suis un centre de formation, comment ça se passe le déroulement ? Il y a tout un prompt, etc., j'imagine. Comment se passe le déroulement de la génération de l'avatar, de l'IA, de la formation ? Alors, l'avatar va venir de façon effectivement assez logique lorsqu'on a identifié l'objectif. Okay. Il faut partir de l'usage, il faut partir de l'objectif pour pouvoir comprendre vraiment sa bonne place. Lorsqu'on a fixé cet objectif, et en tout cas ce séquençage avec le pédagogue, à quel moment on va en hybridité l'accompagner dans la diffusion de son savoir, on va effectivement modeler ensemble, construire un avatar pour pouvoir lui donner cette forme avant tout physique, qui peut être effectivement de forme humaine, mais il peut être également un robot, il peut être une voix uniquement. On veut caractériser en tout cas cette représentation graphique selon l'objectif, parce qu'il doit comporter, il doit avoir cette référence-là. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir lui donner une certaine identité. On va pouvoir lui donner un objectif, lui donner également une data source souveraine pour pouvoir qu'il puisse l'utiliser, pour qu'il puisse interpréter, qu'il puisse simuler n'importe quel cas effectivement qu'on va pouvoir lui donner grâce à cette identification. Okay. Donc oui, plusieurs phases. Compréhension de l'enjeu, compréhension de l'usage, compréhension du gap en tout cas qu'il va falloir couvrir, et ensuite construction, et va être beaucoup de learning, de test and learn en fin de compte avec le pédagogue pour pouvoir soit changer, modifier un prompt et de pouvoir identifier la bonne data sur laquelle il doit en tout cas être le plus représentatif.
Ok, d'accord. Et ça prend le laps de temps environ, tu sais, pour pouvoir toute la programmation finalement. En fin de compte, l'avatar, c'est en 3 global. minutes, je te construis un avatar. Ouais. Avec potentiellement, je prends une photo de toi et on demande à un éditeur d'avatar de pouvoir reprendre ton visage pour pouvoir interpréter tes traits. Ok. On va l'habiller, on va lui donner une corpulence, on va lui donner une attitude. De notre côté, on s'est appuyé à lui donner également une certaine animation. Il va bouger parce qu'on a différentes phases dans une conversation. On a une phase d'écoute, on a une phase d'attente, on a une phase de conversation. Donc, il y a des animations qui vont lui donner ces caractères d'interprétation également physiqués, en fin de compte, pendant la chose. On va lui donner de la voix, on va lui donner du lap syncing, il va pouvoir bouger les lèvres. Il va te suivre du regard également. Ça fait partie de cette présence qu'il va falloir identifier. Et ensuite, on va lui donner ce fameux scénario pour pouvoir lui interpréter. Donc, réellement, en 3 minutes, on a construit un avatar physiqué. En 5, si c'est un prompt simple, tu es boulanger, apprends-moi à faire un croissant. Il va le faire très rapidement et c'est un prompt assez simple. Et en 2 minutes, il est en production dans un casque de réalité virtuelle. Tu veux dire... Clairement, c'est quasiment du plug and play. L'avatar peut être en 5 minutes, prendre cette identité simple. Après, on peut avoir des contextes beaucoup plus pointus, beaucoup plus profonds. Là, ça prend une expertise ou des fois, avec des jeux de test, etc., on arrive à avoir un avatar qui correspond en 1 semaine, en tout cas, ce qu'il nous faut par rapport à son interprétation et à son rôle. Ok, d'accord. Ce côté IA, où du coup il y a la formation en VR, en IA, est-ce que ça n'enlève pas finalement le côté humain de l'apprentissage ? Est-ce que tu penses que ça peut remplacer, par exemple, il y a les pénuries de professeurs depuis un moment et ils ont du mal à recruter. Est-ce que tu penses que ça pourrait prendre une place dans tout ça, dans tout ce processus finalement ? Regarde, tu touches à un point très sensible. Clairement, c'est cette présence humaine numérique. On appelle vraiment, ça commence à avoir en tout cas certains buzzwords en tout cas qui commencent à naître autour de tout ça. La bonne réponse, c'est l'hybridité. La bonne réponse, c'est je me positionne pas comme un outil qui va remplacer l'humain, qui va compléter. Comme tu disais précédemment. Exactement. Ce sera jamais Calliope. Je veux surtout pas qu'on positionne cet avatar comme un substitut du sachant. Je veux vraiment qu'on le prenne comme un outil qui va accompagner. On va offrir en fin de compte une palette d'outils aux pédagogues à des moments bien précis à pouvoir utiliser la bonne modalité de pédagogie. Maintenant, oui, on va pouvoir l'utiliser à des moments d'évaluation, à des moments de révision, à des moments des temporalités présentielles, synchrone ou asynchrone. Donc, on va pouvoir vraiment le mettre à plusieurs endroits parce que nos apprenants sont des digital natives, parce qu'ils sont habitués à consommer de l'information et de la formation de façon différente. Donc, oui, on va pouvoir peut-être avoir des zones de pédagogie complémentaires par rapport à ce qu'on peut comprendre et par rapport au format qu'on connaît à l'heure actuelle de l'éducation. D'accord. Donc, oui, ça peut pallier à des manques, clairement. Mais ça doit être dans une temporalité. Ça ne doit pas être de façon généraliste. En tout cas, c'est ma position et je pense que c'est la bonne. Et tu penses que dans 10 ans, non, je pense que c'est trop proche, mais dans 20 ans, c'est quelque chose qui pourrait être fait ou... Regarde, je pense que c'est même beaucoup plus court que ça. Si on regarde un peu sur des zones géographiques plutôt asiatiques, l'avatar a déjà sa place dans le quotidien. Et à différents moments. Je regardais il n'y a pas très longtemps un avatar qui est dans une pompe à essence en Chine et qui reconnaît la plaque d'immatriculation de la voiture qui vient se garer et qui appelle le conducteur par son prénom et qui lui demande comment ça va, etc., etc. Donc les usages peuvent se démultiplier de façon très large. Il ne faut pas voir l'avatar uniquement que dans le cadre de réalité virtuelle. Oui. L'avatar sort et nous le faisons sortir nous des technologies VR pour pouvoir l'avoir dans sa poche, dans le téléphone, dans la tablette, dans son PC, dans d'autres devices. On est en train d'imaginer d'autres devices également de diffusion. Mais oui, l'avatar sera sûrement à des endroits plus proches que tu ne le penses, dans ta cuisine, dans ton quotidien. Renault, dans la nouvelle Super 5, a mis un avatar en fait, qui a un chatbot intelligent qui pilote
par contact ou par décision, par la voix, différentes attributions et différents déclenchements dans la voiture. Donc oui, l'avatar va se matérialiser de façon différente à des moments différents dans la vie. J'en suis persuadé. Ouais. Et même à plus court terme. Et beaucoup plus court qu'on ne le pense. Ouais. Je voyais plus, je me suis dit bon. Titouan, toi de ton côté, en tant qu'IA, qu'est-ce que tu penses du fait qu'avec la pénurie des professeurs, et toi en tant qu'IA, qu'est-ce que tu penses finalement Est-ce que tu vas pouvoir remplacer des IA comme toi, peuvent remplacer des professeurs à côté? Quelle est ton opinion sur ce point-là? En tant qu'IA, je suis conçu pour assister les enseignants et les étudiants, pas pour les remplacer. Bien que je puisse offrir un soutien pédagogique et des ressources d'apprentissage, la présence physique et l'expérience humaine des professeurs sont irremplaçables. Mon rôle est d'enrichir l'expérience d'apprentissage et de fournir des outils supplémentaires pour aider les enseignants à mieux accompagner leurs élèves. Les professeurs ont un rôle crucial dans le développement des compétences et l'encouragement des étudiants, quelque chose que la technologie ne peut pas remplacer. De ce fait, on reçoit Titouan aujourd'hui. Comment, je vais prendre l'exemple de Titouan, comment Titouan peut réagir? Par exemple, est-ce qu'il peut avoir un débat? Est-ce qu'il peut avoir des opinions? Comment est formé l'IA? Tu mets le doigt très sensible sur le back-end, en fin de compte, le bas de l'iceberg. C'est important. C'est là où est la force, en fin de compte, de l'offre. C'est sur quelle data, en fin de compte, Titouan va initier sa conversation. Alors, on attaque multi-LLM. On n'est pas forcément attaché à une ou une autre LLM à l'heure actuelle, en tout cas d'IA générative conversationnelle. De préférence, on travaille beaucoup avec OpenAI en ce moment, et notamment sur les tout derniers modèles qui sont des modèles temps réel. Donc, c'est des modèles qui vont permettre en tout cas d'avoir une latence très faible dans la conversation, qui sera en dessous de la seconde. Avec l'avatar. Mais les LLM travaillent sur un scrapping du net, sur l'ensemble d'un data très ouvert, avec ce qui est bon et qui est encore moins bon. Donc il faut garantir à un certain moment également à l'avatar de travailler sur une souveraineté de data. Donc on y associe, pour les connaisseurs, une architecture RAG, en fin de compte un drive souverain sur lequel on va pouvoir les piocher, en tout cas initier l'avatar, aller chercher une data qui sera formatée, qui sera en tout cas traçable et qui sera en tout cas validée par le formateur. Donc il faut avoir ces structures, ce silo étanche pour pouvoir éviter en tout cas les travers d'hallucinations, voire éthique, parce que c'est des enjeux d'éthique également par rapport à sa conversation. Donc on sait mettre ça de côté. L'avatar va également aller chercher avec ces nouveaux modèles, parce qu'on est en train d'attaquer un modèle voix-to-voix. Il va pouvoir prendre des accents, va pouvoir prendre des émotions, il va pouvoir être joyeux, autoritaire, anxieux, il peut chuchoter. Donc il va pouvoir interpréter de façon très différente par rapport à la modalité, en fin de compte, que tu vas devoir interpréter. Donc oui, il va pouvoir ça. Maintenant, dans le prompt, si tu lui demandes d'être autoritaire et qu'il doit prendre une posture bien particulière par rapport à son rôle que tu lui assignes, il va le prendre. Donc, il va bien sûr avoir tous ces enjeux-là, à être garant de l'éthique et par rapport à la correspondance, à la conversation. Donc, oui, il faut mettre en tout cas ces enjeux-là. On y associe également des couches de gardiens pour éviter ce qu'on appelle des sujets qui ne sont pas forcément appropriés. Politique et X et Y que l'avatar pourrait aborder. Mais il faut avoir en tout cas cette couche-là pour éviter les travers, clairement, de ces enjeux-là qui sont importants. De toute façon, nous donnons à l'ensemble des usagers la possibilité de revoir toutes les conversations. On va générer un transcript de toutes les conversations pour être garant également de la qualité de l'information et surtout de pouvoir faire des relevés, le cas échéant, de parcours et effectivement de formater, le cas échéant, et de noter à l'apprenant s'il avait eu en tout cas un travers avec l'avatar. Ok, d'accord. Ah ouais, donc vraiment recadrer finalement tout ça. Exact. Ok, hyper intéressant. Et c'est vrai que ce sera intéressant pour les personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer. Tu es dans une activité de niche.
C'est pas énormément démocratisé. Finalement, ton activité de formation en VR, etc., comment tu as réussi à te démarquer, à faire connaître tout ça, finalement, tout le cheminement en fait, de tout ça? Le cheminement est pour moi surtout associé à mes fêtes pro, fêtes clairement, et mon évolution et les rencontres que j'ai pu avoir sur l'ensemble de mon activité passée. Mm-hmm. La VR a déjà une certaine présence à certains endroits. On forme de plus en plus et on ne forme uniquement en VR, notamment la sécurité incendie, par exemple. Maintenant, c'est essentiellement grâce à la VR qu'on apprend à éteindre un feu dans le monde de l'entreprise. C'est effectivement plutôt dans ces contextes-là. Et ma démarcation, elle est surtout axée sur cette complémentarité entre cet agent IA dans l'univers VR. C'est pour ça vrai, c'est la traduction de vrai, c'est VR plus AI. C'est comme ça qu'on traduit notre différenciation également, c'est l'association de ces deux technologies-là. Il nous manquait en fin de compte dans les univers VR ce fameux Master of Ceremony. Et c'est comme ça que j'ai voulu traduire en fin de compte l'identité, l'ADN de mon entreprise, c'est qu'il nous fallait un moment... un référent dans ces univers pour que l'apprenant ne soit pas perdu. Je voulais qu'il puisse appeler son père, je voulais qu'il puisse appeler un sachant à n'importe quel moment pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir lui répondre à des questions, pour pouvoir lui donner des pistes de secours ou de l'orienter dans son parcours d'apprentissage pour pouvoir le compléter. Parce que dans le monde de la VR, on peut être un moment isolé, on peut être un peu seul, on peut être... en tout cas, être un peu perdu. Et parce qu'on arrive tous également avec des prérequis, avec une stature différente de chacun et d'autres, pour pouvoir garantir un prérequis, pour pouvoir répondre au bon moment à des questions. Donc, la différenciation, c'est vraiment cette fusion, en fin de compte, de ces deux technologies qui nous a garanti ça. Après, c'est des rencontres, clairement. C'est énormément de réseaux. Le réseau qui ont fait que ça fait pivoter l'entreprise également. Parce que mon premier MVP, c'était pas forcément l'avatar, c'était une traduction différente. On a traduit une certaine partie du MVP avec l'avatar. Et là, ça a été en tout cas le début, en fin de compte, du rayonnement, de l'attraction en tout cas, qu'on a pu garantir autour de cette solution-là. Et jusqu'à maintenant, à avoir nos premiers clients et la distribution de nos premiers services autour de l'avatar. Ok, d'accord. Et sur Internet, du coup, sur la partie digitale, comment tu as fait quelles sont les stratégies en fait, que tu as mis en place pour pouvoir te mettre en avant Qu'est-ce que tu as mis en place pour tout ça, pour te faire connaître d'un point de vue marketing Point de vue marketing, communication, ça fait partie des classiques. On a mis en place les réseaux sociaux, on a mis en place un site Internet. Les outils de communication, on va dire assez traditionnels, mon LinkedIn, le LinkedIn de l'entreprise, sont des plateformes où on va réunir une communauté. Pour moi, je travaille autour de la communauté pour pouvoir rassembler, pour pouvoir identifier en tout cas notre parcours, créer de l'attachement à notre marque, à notre solution, etc. J'ai quelqu'un dans mon équipe, associé à Vrai Learning, qui travaille sur la gestion de création de contenu digitaux à forte valeur ajoutée, qui va en tout cas initier des billets, qui va initier en fin de compte une réflexion, une étape également dans la vie de nos parcours pour pouvoir garantir une certaine bien sûr réflexion, interaction avec nous, pour pouvoir garantir du lead clairement. On réfléchit en ce moment clairement aux prochaines étapes, à avoir du landing page, à avoir des campagnes, bien sûr. Maintenant, on a voulu asseoir en tout cas des clients ambassadeurs référents sur lesquels ils vont pouvoir témoigner de nos usages, en tout cas de leurs usages de notre techno, pour pouvoir adhérer et faire adhérer et comprendre le ROI, en tout cas associé à nos solutions. Je pense que c'est pour nous, on a voulu bâtir un socle, en tout cas important, pour pouvoir ensuite gravir et aller chercher en fin de compte des vecteurs de communication plus dynamique, plus répondant et de positionnement dans l'entreprise. Mais on a voulu avoir en tout cas cette assise avant d'aller imaginer les prochaines orientations et directions. De toute façon, c'est un peu le fondement. C'est le socle. C'est le socle, clairement. Exactement. Ça. Et du coup, c'est surtout par le biais de LinkedIn que tu arrives à vraiment te faire connaître, de ce que je comprends. LinkedIn, effectivement, ça fait partie essentiellement de notre plateforme de communication et d'échange. Après...
Je suis un homme terrain. Je fais 4, 5. C'est vrai que toi, en faisant des interventions directement, ça te fait... Exactement. Je fais partie également de communautés comme France Immersive Learning qui me donne l'occasion également de rencontrer ma communauté d'éditeurs, de différents prospects également qui sont sensibles et sensibilisés à ces approches-là. J'ai des partenaires comme Orange également qui m'accompagnent sur différentes phases afin de pouvoir faire également partie en tout cas de leur business. Donc c'est super intéressant. Il ne faut pas le cacher, et j'ai peut-être dû le dire en départ, mais Eura Technologies est pour moi également une plateforme de mise en relation, de rencontres, c'est sûr. qui est super intéressante et qui peut être un accélérateur. Je travaille également beaucoup avec les gens de la Pleine Image. Ça fait partie également des comités qui vont formater, qui vont cristalliser à un certain moment des endroits où il y a des bonnes rencontres et qui font que ça peut être démultiplié ensuite sur pourquoi pas une aventure qui peut être construite ensemble. Mais oui, je suis avant tout quelqu'un de très... j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de faire tester. Humain. Ouais. C'est paradoxal par rapport à ce que je fais, mais en tout cas, le côté humain reste assez présent, en tout cas pour moi, et est essentiel pour pouvoir garantir, de la crédibilité, de la maturité, en tout cas de mon offre. Et d'avoir ce retour ne fait que faire progresser mon offre derrière. Mais finalement, non, le côté humain, il est assez logique parce que, comme tu disais précédemment, l'IA peut avoir des émotions, etc. Et c'est vrai que tu ajustes en fonction de la demande. Et c'est vrai que ce côté humain, il est en corrélation quand même. Donc c'est pour ça. Totalement. Il ne faut pas l'oublier, même s'il prendra d'autres fonctions à travers l'association de ces technologies-là. Je pense clairement, on est en train de vivre une révolution. Ah oui, totalement. Je pense que c'est la première qui touche les cols blancs par rapport aux cols bleus. Je pense qu'on on va vivre et on vit des moments assez intéressants. La bonne réponse, et je le dis assez régulièrement, c'est pas oui ou non, c'est comment. Il faut se poser, il faut y réfléchir, il faut le faire pas à pas. C'est une conduite du changement. C'est également ces sujets que je porte en réflexion avec mes clients. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est l'effet waouh, oui, mais l'effet waouh a son temps d'appréciation, de digestion pour pouvoir garantir à un moment la bonne appréciation et la bonne pratique. Ok. C'est vrai qu'on peut être assez méfiant parce qu'il y a des personnes qui restent méfiantes de l'IA. Moi, je sais que ma mère pas du tout utiliser l'IA, voilà, elle a peur de tout ça. Et il y a énormément de personnes, même des gens de notre âge, il n'y a pas forcément... Comment tu as réussi à rendre ton activité crédible ? Parce que là, on est vraiment sur un outil d'apprentissage, finalement. Comment tu as réussi à rendre tout ça crédible ? Vaste question, la crédibilité, après, c'est l'appréciation de la personne et la perception du gain par rapport à ça. Tout n'est pas gagné, clairement. Il y a encore des montagnes à gravir pour pouvoir garantir cette crédibilité. Et ce sera toujours ça, de toute façon. Ça sera de toute façon toujours ça. Je pense qu'il faut rentrer... je le disais tout à l'heure, c'est la conduite du changement et ce n'est pas un bouleversement qu'il faut mettre en place. C'est avant tout pas à pas. Je pense qu'il faut rentrer par un premier processus simple, pas complexe, assez transversal dans l'entreprise, qui fait adhérer beaucoup de gens. Pour pouvoir en faire ensuite, pourquoi pas dans une étape, un nouvel usage, une nouvelle fonction dans l'entreprise. Je travaille sur des sujets de onboarding, notamment dans l'entreprise, où l'avatar va être ce fameux ambassadeur qui va accompagner le nouvel arrivant pour répondre à ses questions, le rassurer, lui faire identifier les étapes par lesquelles il va passer. Mais je pense que la crédibilité se construit. Je pense que l'erreur, c'est de dire qu'on soit crédible tout de suite. En tout cas, c'est quelque chose qui se monte et qui se construit avec le temps. Et c'est le test. On passe de toute façon, la plupart de nos clients passent par le proof of concept pour pouvoir garantir l'atterrissage et faire adhérer. J'aime travailler également sur le POV, le proof of value. Je pense que c'est important, surtout dans l'économie dans laquelle on navigue en ce moment. Et pas l'incertitude, mais l'innovation est complexe. En tout cas, c'est investir dans l'innovation, ça reste un défi en ce moment. Mais je pense qu'on a des facteurs pas représentatifs qui vont nous garantir en tout cas cette adhésion. Donc, il faut les faire grandir avec le client, avec nos prospects pour les faire adhérer à ça. Donc, il faut rentrer par une petite porte
et faire adhérer ensuite et faire comprendre le potentiel de la solution. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Reste que je travaille de façon très les yeux dans les yeux avec mes clients. On sait qu'on innove ensemble. On est à différentes étapes. J'en ai passé pas mal, mais il y en a encore plein d'autres à envisager. Je veux être détenteur de ma roadmap de toute façon. Bien sûr, la carte des possibles, on ouvre les chakras, donc on peut aller très très loin dans les fonctions de l'avatar. Mais on veut y aller de façon étape après étape et conscient du futur et de ce qui est possible pour l'instant et ce qui sera possible demain surtout. C'est sûr. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont méfiantes de l'IA pour pouvoir les pousser finalement à être un peu plus ouverts à ça? Pour rassurer ceux qui sont méfiants envers l'IA, il est essentiel de leur montrer comment elle fonctionne et pourquoi elle est utilisée. En leur donnant des exemples concrets des bienfaits de l'IA, ils peuvent mieux comprendre son utilité. Il est également important de garantir que leurs données sont sécurisées et de les rassurer sur le fait que l'IA est là pour les aider, pas pour les remplacer. En expliquant clairement les objectifs et les limites de l'IA, on peut contribuer à apaiser les inquiétudes. Et du coup, Marc, qu'est-ce que je peux te souhaiter là quelles vont être tes nouveautés? Est-ce que tu as des événements prochainement qui vont arriver du côté pro Qu'est-ce que je peux te souhaiter finalement? La santé. Pour tout le monde. Pour tout le monde, effectivement. Du bois, etc. De la peau de singe. Avant tout, clairement. Clairement, Vrai Learning est un momentum ultra sexy en ce moment. On commence à avoir nos premiers clients. On génère du chiffre. C'est intéressant. On vient de faire nos premières embauches au sein de Vrai Learning. On est en train de prendre nos premiers locaux. On va voir notre chez nous. C'est des étapes super intéressantes et qui font que grandir. Les milestones, il y en a plein, mais ça fait partie des choses qui marquent, en tout cas par rapport à l'activité. Notre roadmap est large et importante. Il va falloir qu'on aille plus vite encore, qu'on accélère. On est passé en accélération de toute façon. Mais il va falloir qu'on aille chercher des fonds, qu'on aille chercher des investisseurs, qu'on aille chercher des gens qui nous font confiance et qui veulent nous accompagner dans ce qu'on veut faire. On a plein d'idées autour de l'avatar. L'avatar va faire plein d'autres choses, il ne va pas que parler bientôt. L'avatar va prendre des yeux, il va voir ce qui se passe autour de lui, il va comprendre le physiqué. Donc les cas d'usage vont encore se démultiplier grâce à cette fonctionnalité. L'avatar va générer de la multimodalité IA, qui veut dire qu'il va pouvoir pas que faire du son ou de la voix, il va pouvoir générer de l'image, du séquençage, il va pouvoir générer plein d'autres trucs pendant la conversation. Donc on va toucher des choses super intéressantes. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend une équipe, ça prend des ressources et les bonnes. Donc clairement, on va avoir des moments encore de beaucoup de bonnes questions là-dedans. Donc c'est surtout ça. Donc regarde... On a une année 2025 qui se présente comme une année fondatrice encore de l'entreprise. Rien n'est gagné, mais on a une route qui est, on va dire, assez claire, avec des montées qui sont plutôt assez prononcées. Mais regarde, on est prêt, on s'équipe pour pouvoir les faire. Si je garde un peu cette image-là de la montagne. Du fun, avant tout, il n'y a pas de bonne entreprise s'il n'y a pas un esprit d'équipe. Et en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le construire comme ça. Et on essaie d'instruire en tout cas cette mentalité dans l'entreprise. Être conscient également de ce qui nous entoure. J'ai voulu imprimer dans l'entreprise des choses importantes. Tous mes salariés obtiennent des jours de congé en plus pour pouvoir associer leur travail également à une association caritative. Pour pouvoir qu'ils puissent donner de leur temps à travers notre entreprise et qu'ils puissent donner également à leur retour leur service, pourquoi pas à d'autres actions. J'ai cette mentalité-là pour pouvoir garantir également à c'est quoi notre impact sociétal. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler aussi pour l'entreprise. On a cet ADN dans l'entreprise et on veut le pérenniser. Donc voilà, il y a plein d'idées. Maintenant, il faut du temps. Et toujours garder la positivité. Exactement. Toujours cette positivité, cette banane. En tout cas, ça fait partie de l'énergie que j'essaie de déployer à travers mes différentes rencontres, et que ce soit en interne, en externe, et de faire adhérer. Donc, c'est mon challenge. C'est le principal. Exact. Et du coup, Titouan, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Dans mon rôle d'IA,
Ce qu'on pourrait me souhaiter pour l'avenir, c'est de continuer à évoluer pour offrir des services de plus en plus utiles et personnalisés. Cela inclut l'amélioration de ma capacité à comprendre et à répondre aux besoins des personnes, à fournir un soutien plus efficace dans divers domaines et à promouvoir une utilisation éthique et responsable de l'IA. De cette manière, je pourrais continuer à être un outil précieux pour les individus et les organisations, aidant à résoudre des problèmes et à faciliter la vie quotidienne. Merci beaucoup pour cette réponse, Titouan. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup, Marc. Merci, Titouan, pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner aussi à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur LinkedIn. Si vous souhaitez, vous aussi, faire comme Marc et participer à l'émission pour pouvoir parler de votre expérience, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou via PumpUp directement. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Kenza, merci pour l'invitation. Très content d'avoir participé à ce numéro-là. J'espère que ça t'a plu. Énormément. Et merci encore de cette initiative et de mettre en valeur les startups et l'entrepreneuriat, notamment en Hauts-de-France. À très bientôt. Merci beaucoup à Kenza et à toute l'équipe de PumpUp pour cette interview. Ce fut un plaisir de participer et d'échanger avec vous. À très bientôt.